Bonsoir, je vous propose une lecture linéaire du texte d'Arias de Jean de la Bruyère, donc pour préparer votre, passage sur la première partie de l'oral de français la semaine prochaine. Jean de la Bruyère est donc un moraliste important du XVIIe siècle. Il est contemporain de Jean de La Fontaine, de François de La Rochefoucauld, et il va s'attacher à scruter, à observer avec finesse, avec justesse ses contemporains afin d'en tracer des portraits souvent vifs, souvent critiques. Il deviendra ainsi un témoin très important de la société de son temps. Alors, les caractères de Jean de la Bruyère s'inspirent des caractères d'un philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit de Théophraste. Et cette inspiration ici est importante puisqu'elle nous montre que, à l'exemple d'autres moralistes de ce siècle, Jean de la Bruyère donc, se rattache au mouvement du classicisme, un mouvement qui va privilégier l'étude des textes anciens, en particulier des textes latins, des textes grecs, et va rassembler un certain nombre d'auteurs cherchant leur inspiration dans ces thématiques anciennes. Ce qui va intéresser Jean de la Bruyère, c'est l'idéal de l'honnête homme, c'est-à-dire c'est vraiment un homme qui va incarner dans tous les aspects de son caractère la mesure, la civilité, la tempérance. Et ce caractère de l'honnête homme va être au cœur de son écriture, de son œuvre, les caractères. Le portrait qui nous intéresse ici est donc celui d'Arias. Il appartient à une section de l'ouvrage qui s'appelle « De la société et de la conversation ». En effet, Jean de la Bruyère va faire ici le portrait satirique. Il s'agit d'un blâme, il s'agit d'une satire vive, d'une critique. Il va faire le portrait d'un homme dont la façon de parler en société est tout à fait critiquable, et nous verrons comment, à travers ce portrait, il établit quasiment un anti-modèle de l'honnête homme. Je vais donc maintenant procéder à la lecture de l'extrait qui m'est donné d'étudier. Je vais vous lire juste les quelques premières lignes pour l'exercice. Ce texte ne présente pas de difficultés particulières. Arias a tout lu, a tout vu. Il veut le persuader ainsi. C'est un homme universel et il se donne pour tel. Il aime mieux mentir que de se taire ou de paraître ignorer quelque chose. On parle à table d'un grand d'une cour du Nord, il prend la parole. Il l'ôte à ceux qui allaient dire ce qu'ils savaient. Il s'oriente dans cette région lointaine comme s'il en était originaire. Il discourt des mœurs de cette cour, des femmes, du pays, de ses lois, de ses coutumes. Il récite des historiettes qui y sont arrivées. Il les trouve plaisantes et il en rit le premier jusqu'à éclater. Le projet de lecture que je me suis donc fixé pour cette analyse est la question de l'honnête homme. Et je me suis intéressée à montrer comment Jean de la Bruyère, dans ce texte, dans ce portrait d'Arias, établit un anti-modèle d'honnête homme. L'analyse suivra les mouvements principaux du texte. C'est un texte qui s'organise en 3 parties. Une première partie qui est une présentation succincte de ce personnage d'Arias. Une seconde partie, donc à partir de la ligne 2 jusqu'à la ligne 9 incluse, qui est un portrait en action. Ici, la Bruyère va nous montrer Arias à table, en train de discuter, en train d'agir. Enfin, à partir de la ligne 10, le texte nous propose un véritable coup de théâtre, un retournement de la situation, puisque Arias est un imposteur et qu'il est démasqué. Ligne 1. Relevons l'hyperbole tout. Arias a tout lu, tout vu. Jean de la Bruyère place ici directement son personnage du côté de l'excès.
comme si il connaissait absolument tout sur tout, ce qui est absolument impossible. Hein. Le personnage présenté est donc d'ores et déjà, dès le début, un personnage excessif. Il s'agit donc d'une caricature. Remarquons le présent de vérité générale, c'est un homme universel, comme si Jean de la Bruyère énonçait déjà ici une vérité juste, exacte, en tout lieu, en tout temps. Le champ lexical de la dissimulation est présent de manière importante dès le début du texte. Par exemple, se donner pour tel, c'est-à-dire paraître. Hein. Ligne 1, toujours mentir. Ligne 2, paraître. Ou encore, je crois que c'est tout. Ligne 2, mentir et paraître. Donc le champ lexical du mensonge, de la tromperie. Ici, Jean de la Bruyère va faire la critique d'une société qui est fondée, qui est construite sur les apparences. Passons maintenant au portrait en action d'Arias. Arias est représenté donc à table, en train de parler. En effet, le vocabulaire lié à la parole, encore une fois, le champ lexical de la parole est cette fois-ci très présent. C'est un personnage qui monopolise la parole. Au contraire de l'honnête homme qui lui va laisser la parole aux autres, Arias ici confisque la parole et c'est une faute de goût. La conversation au XVIIe siècle était un art. Ici, Arias commet donc une faute contre la bienséance, contre la façon dont il est censé se comporter en société. Donc ce champ lexical de la parole, on peut le voir en relevant ligne 2, parle à table, prendre la parole. Un petit peu plus loin, ligne 3, il discourt, il récite, ligne 4, ou encore quelqu'un se hasarde à le contredire. Comment dire, tout l'enjeu de cette scène va se situer autour de la parole. Relevons également la présence du pronom personnel « il » qui est présent un petit peu partout. Et cela vient appuyer la même idée. Arias est partout, il occupe tout l'espace en parlant. Ligne 4, relevons l'énumération il discourt des mœurs de cette cour, des femmes du pays, de ses lois, de ses coutumes. Cette énumération donne bien l'idée qu'il connaît tout sur tout et on peut même imaginer qu'elle imite un petit peu le récit de voyage. L'hyperbole jusqu'à éclater, ligne 5, continue à dessiner le portrait d'un personnage soumis aux excès. C'est ce que les Grecs appelaient l'hubris. Ligne 5, la personne qui vient interrompre le monologue d'Arias est définie, c'est assez intéressant de le remarquer, par le pronom indéfini quelqu'un. Ainsi, on ne nomme pas celui qui parle, il est de peu d'importance. Ce qui est important, c'est Arias. Ligne 6, lorsqu'il est interrompu, Arias ne se trouble point, mais prend feu. Prend feu, ici, c'est une métaphore pour dire qu'il se met en colère. C'est donc un personnage qui laisse libre cours à ses émotions. Nous voyons bien ici comment Jean de la Bruyère fait un contre-portrait de l'honnête homme, puisque l'honnête homme est au contraire celui qui va toujours être dans la tempérance, qui va régner sur ses propres émotions, qui ne va pas laisser libre cours à sa colère. Ligne 6, ici, donc, le convive qui essaye d'apporter son point de vue sur le sujet de la discussion est appelé un interrupteur. Nous voyons bien que le narrateur se place du point de vue ici d'Arias. Il se sent interrompu par cette personne qui d'ailleurs, encore une fois, reste anonyme. Elle n'est pas nommée autrement que par cette fonction qu'elle a à ce moment-là d'interrompre la parole d'Arias. Remarquons encore, ligne 6 et 7, la répétition du pronom personnel « je ». Je n'avance rien, je ne raconte rien, je ne sache d'original, je l'ai appris de Céton.
Ici, Arias est au cœur de la parole, il n'y a que lui, il n'y a que son discours qui l'intéresse. De même, l'accumulation des propositions subordonnées, ligne 8, que je connais, que j'ai fort interrogé, qui ne m'a rien caché, montre bien un personnage qui submerge les autres par la parole. Cette phrase ici semble interminable, elle est épouvantablement longue, comme si, avec sa parole, avec ses mots, la phrase cherchait à imiter ses tons, qui prend la parole. D'ailleurs, il s'agit ici d'un discours direct, on l'entend parler. Et bien, avec cette parole qui ne cesse de grandir, qui ne cesse de gonfler, on a vraiment l'impression d'un personnage qui submerge les autres de ses mots. Ligne 9, eh bien, le coup de théâtre est introduit ici à la fin par lorsque l'un des convives. Et ce lorsque va produire le retournement de situation. Un des conviés, ici, c'est bien toujours le même qui se cachait depuis le début derrière quelqu'un ou derrière un interrupteur. Et qui est-il? Eh bien, il s'agit précisément de Séton, celui dont Arias justement se réclamait. Il y avait cet argument d'autorité puisqu'il a convoqué un ambassadeur de la région qu'il prétend connaître personnellement. Donc cet argument d'autorité cherchait encore à donner du poids à ce qu'il disait. Eh bien, retournement de situation ou coup de théâtre, la supercherie est dévoilée. Arias parlait depuis le début de la conversation avec cet homme qu'il disait connaître et qu'il n'avait visiblement jamais vu. Il est ainsi donc, le prétentieux est ainsi démasqué, il est ridiculisé et la supercherie est mise à jour. Ce retournement de situation intervient à la fin du texte. Il s'agit donc d'une pointe finale, d'une chute. On dit en latin in cauda venenum, c'est-à-dire le venin, ce qui fait mal, ce qui touche, se trouve à la pointe, à la toute fin de la parole ou du texte. Pour conclure, donc, nous voyons bien comment ici Jean de la Bruyère parvient à dessiner à travers Arias un contre-modèle d'honnête homme. C'est un homme qui ne s'intéresse qu'à lui, qui assomme les autres avec sa parole et ne leur laisse aucune place. Ici, la tonalité de ce texte est donc celle de la satire, puisque cet imposteur est démasqué et ridiculisé à la fin du texte. L'auteur cherche donc à provoquer le rire et la moquerie aux dépens de ce personnage. Il est également intéressant de penser à cette scène presque comme à une scène de théâtre. Au XVIIe siècle, il y a une notion importante qui est celle de théâtre du monde, c'est-à-dire le monde serait comme un théâtre dans lequel chaque homme, chaque femme porterait un masque et jouerait un rôle. On appelle cela le theatrum mundi. Pour terminer, je voudrais citer donc Shakespeare qui s'est également emparé de cette notion de théâtre du monde et qui dit « Le monde entier est un théâtre et nous, hommes et femmes, n'en sommes que les acteurs ».